Bonjour à tous et bonjour à tous. Et on va commencer parce qu'on est déjà en retard. Et, je sais que j'ai 30, maximum 40 minutes de présentation. Après, on aura les questions et j'espère qu'il va nous rester un peu plus de temps pour les questions et aussi pour vous présenter mon projet que je veux partager avec vous et je veux savoir votre opinion. Donc, ça va être intéressant. Je profite que vous êtes là aujourd'hui pour m'écouter. Je commence avec, je fais un petit plan de la formation. Donc, j'envisage de vous présenter aujourd'hui, bien sûr, brièvement, parce que c'est très vite. Mais après, à la fin, si vous êtes intéressé, je vais vous donner mon adresse mail et j'ai beaucoup de documents, beaucoup pour chaque chapitre de ma formation. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter après ou me demander des documents et des exercices. J'ai beaucoup de documents, c'est ça que je voulais dire. Donc, je commence avec une petite formation théorique. Je passe très vite sur les définitions du harcèlement, cyberharcèlement, bien sûr liées au handicap. Ensuite, sur les différentes formes de harcèlement, sur les conséquences du harcèlement et cyberharcèlement, et aussi sur comment repérer une situation. Je vous donne juste quelques idées. Après, on va discuter, vous pouvez poser des questions si vous voulez savoir plus. La deuxième partie de cette formation porte sur l'intervention et la prévention. Et je vais vous présenter quelques exemples des modèles issus de l'Europe du Nord, les modèles que je considère les plus importants. Et je me suis beaucoup concentrée sur les modèles qui existent ailleurs et pas en France, parce que je pense qu'en France, vous êtes déjà au courant et c'est plus simple de savoir qu'est-ce qui se passe sur ces sujets. Et ensuite, la troisième partie de cette formation, c'est à peu près c'est une partie pratique où je vais vous présenter quelques outils pédagogiques ou quelques supports pédagogiques en fonction du temps qu'on a. Les outils que j'utilise pour ma pratique et je trouve très intéressants. Donc, je vais vous faire partie de cet outil. Et c'est tout. Donc, je commence la présentation. Donc, voilà les plans. Je passe très, très vite sur les plans. Je commence la présentation sur la première partie, sur la partie théorique. Et je commence avec la citation d'une étude que j'ai trouvée très, très importante dans la littérature des spécialités. Une étude qui est assez récente, qui date depuis 2016. Une étude de Chad Rose et Nicholas Gage, qui a fait des études sur des enfants et des adolescents âgés entre 8 et 18 ans. Et il a trouvé comme pourcentage, il a trouvé parmi ses élèves un pourcentage de 16% de ces enfants qui se trouvent dans une situation de handicap. Et en fait, ces enfants qui se trouvent dans une situation de handicap se font les plus souvent harcelés par les autres, par leurs camarades. C'est ça qui est important, c'est ce pourcentage de 16% que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est une étude très intéressante. Je l'ai aussi, si vous êtes intéressé, vous me ferez signe après ou vous m'enverrez un email. Comme ça, si vous voulez lire tout ça. Donc, les enfants porteurs de handicap subissent couramment les harcèlements scolaires. Ils subissent couramment des insultes, des humiliations, des rejets sociaux, des agressions physiques. Et après, on va entrer dans les détails. C'était ça l'idée la plus importante que je voulais vous présenter en ce moment. Commencer les handicaps. Pourquoi arrivent ces phénomènes-là? Pourquoi arrivent ces phénomènes-là, surtout pour les personnes qui se trouvent en situation de handicap? Quelles seront les explications? Ils disent en fait que ça arrive parce que des fois ils sont différents, parce que des fois les enfants handicapés, c'est aussi, ces explications dérivent aussi de l'étude que je viens de vous citer. Donc, parce que les enfants sont différents, parce que les enfants handicapés, des fois, représentent un danger fantasmé pour les autres parce qu'ils ne connaissent pas. Ils pensent qu'on s'occupe trop de cet enfant, qui peut-être il est contagieux, ils ne connaissent pas. Ces enfants qui se trouvent en situation de handicap, des fois, sont plus fragiles et vulnérables et comme ça, ils deviennent un proie facile pour les autres. Et bien sûr, la chose la plus importante que je souligne ici et qu'on va discuter aussi plus tard pour la partie prévention-intervention, c'est le fait que notre société n'est pas encore assez informée sur le handicap. Et la partie prévention-intervention se base justement sur cette idée-là. Il y a des programmes
d'intervention et de prévention qui se base sur ces idées-là et que je vais vous présenter après dans la deuxième partie de la présentation. Je commence avec la définition classique du harcèlement. On commence simple avec définition classique du harcèlement, après avec la définition classique du cyberharcèlement. Pour l'instant, je commence avec la définition classique du harcèlement. Ces harcèlements se font sur la stigmatisation et le rejet de la différence, ce que je vous disais que la différence joue un rôle très très important, par exemple sur l'apparence physique, sur la personnalité plus timide et sensible, sur le sexe, sur l'identité de genre, sur le handicap, sur l'appartenance à un groupe social, sur les centres d'intérêt différents ou les modes d'intérêt, modes de vie différents. Ce qui est important à retenir quand on parle de harcèlement, s'il y a trois critères très importants. Premier critère, c'est un rapport de force et de domination qui est présent dans les cas de harcèlement. Un deuxième critère, au principe, c'est qu'il y a la répétitivité. À chaque fois, les différentes formes d'agression se répètent régulièrement. Et les troisième critères principaux, c'est qu'il y a une volonté délibérée de nuire la victime, de faire du mal à la victime. C'est une volonté délibérée, c'est une volonté consciente. Voilà les trois critères principaux du harcèlement. Il y a plusieurs formes du harcèlement, il y a plusieurs types. Par exemple, il y a le harcèlement verbal, psychologique, relationnel, social, physique, matériel, alimentaire, sexuel, et aussi le cyberharcèlement. Et je vais me concentrer beaucoup aujourd'hui sur les cyberharcèlements parce que c'est un phénomène courant et très actuel qui arrive de plus en plus dans notre société avec le développement des nouvelles technologies. Donc, je passe maintenant au cyberharcèlement parce qu'il y a des caractéristiques spécifiques pour les cyberharcèlements. Dans la littérature des spécialités, vous trouverez des synonymes pour ces mots cyberharcèlement. Des fois, vous trouverez des synonymes comme les cyberviolences ou cyberagression ou cybervictimation. Et pour donner une définition simple du cyberharcèlement, en fait, le cyberharcèlement, c'est comme une importation de la violence dans l'espace numérique. Juste pour donner une définition simple. Comme j'avais dit avant, dans les cas du cyberharcèlement, on respecte toujours, il existe toujours les mêmes critères pour définir une situation du harcèlement, mais il existe des adaptations spécifiques. Et je vais vous insister beaucoup sur cette adaptation spécifique dans les cas de cyberharcèlement. Premièrement, concernant les déséquilibres du pouvoir, cette fois-ci, le déséquilibre du pouvoir n'est plus forcément lié à une force supérieure physique ou psychologique. Cette fois-ci, ce déséquilibre de pouvoir peut être lié ou peut être expliqué par la meilleure maîtrise de l'outil informatique. Ensuite, concernant les deuxièmes principes qu'on avait vus avant pour les harcèlements classiques, l'intention de nuire, cette fois-ci, ne peut pas être présente. Ce n'est pas obligé d'avoir l'intention de nuire. Et concernant le troisième critère, la répétition, la répétition peut ne pas venir de la part du cyberagresseur. Donc, ça peut être aussi, ça ne peut pas être présent aussi. Mais on a aussi des caractéristiques spécifiques dans les cas du cyberharcèlement. Par exemple, il y a des phénomènes qui arrivent justement dans une situation de cyberharcèlement. Un premier phénomène important que je voulais vous faire connaître, c'est la propagation. En fait, vous avez vu qu'en ligne, la vitesse et l'ampleur des images et des commentaires se diffusent tout de suite. En quelques instants, il y a des gens qui approuvent les commentaires, qui partagent, et à un moment donné ça amplifie le phénomène du harcèlement. C'est très vite, c'est très vite, c'est une vitesse incroyable sur Internet où on peut partager l'information. Donc, première caractéristique importante du cyberharcèlement, c'est la propagation. Deuxième caractéristique très importante du cyberharcèlement, c'est l'effet cockpit. En fait, l'effet d'avoir une absence du contact physique direct peut mener à une déresponsabilisation des actes de la personne. Ça, c'est très important et je souligne. Par exemple, un jeune qui, dans la vie réelle, peut-être il n'oserait plus à dire des choses méchantes
avec la personne, mais dans la vie derrière l'ordi, ils osent à dire des choses parce qu'il y a aussi l'effet d'anonymat. Et j'ai vu un documentaire très intéressant et des témoignages très intéressants justement sur l'effet cockpit. On n'a pas le temps de les voir tout de suite, mais je pourrais vous envoyer à la fin. C'est très intéressant avec un jeune qui harcèle sur Internet une jeune parce qu'elle elle est pas bien. Elle connaissait ces jeunes parce qu'ils étaient au lycée ensemble, mais ils n'étaient pas très bien habillés parce qu'elle était pauvre et tout ça. Donc, sur Internet, ils osent à dire des choses méchantes, mais si on les a mis face en face, c'était un expériment, on les a mis face en face, après, il n'a pas osé de dire les choses méchantes parce que la fille, elle commence à expliquer, voilà, mes parents sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, donc nous, on est pauvres, je n'ai pas assez de sous pour acheter des belles vêtements. Elle commence à expliquer, elle commence à pleurer devant lui. Et à la fin, il s'est excusé, il a dit que il savait pas, il s'est pas rendu compte que les mots qu'il dit affectent beaucoup les autres personnes. Donc voilà juste un exemple. C'était très très intéressant et à la fin tout le monde pleurait. Et après ils ont bien compris. C'était un exercice très intéressant que j'ai vu. Ensuite, je continue toujours sur les caractéristiques du cyberharcèlement. Il y a aussi l'aggravation comme caractéristique très importante, l'aggravation, parce que comme je vous disais, des fois, les paroles exprimées peuvent être plus dures ou plus violentes que dans la vie réelle. Il y a aussi les sentiments d'anonymat que je vous ai parlé avant, qui peut aggraver les choses. Et il y a aussi la permanence des contenus dans les cas du cyberharcèlement, parce que des fois, les publications restent pour une période indéterminée sur Internet et elles peuvent être visibles pour tous, pour tout le monde. Et après, ça peut nuire pour notre futur. Par exemple, à un moment donné, on va grandir, on cherche du travail et c'est le recruteur qui, avant de nous appeler, il fait une petite recherche sur Internet pour voir un peu notre profil. Donc voilà, ça peut nuire parce que les contenus, il peut rester toujours là, il peut rester même pendant plusieurs années. Voilà quelques caractéristiques importantes du cyberharcèlement que j'ai tenu à vous souligner. Ensuite, je continue avec le cyberharcèlement et je passe maintenant aux formes du cyberharcèlement. Il y a plusieurs typologies du cyberharcèlement. Excusez-moi. Il y a plusieurs typologies du cyberharcèlement. Premièrement, on a le cyberharcèlement direct qui peut être verbal ou non verbal par les partages d'images ou des vidéos. Il y a aussi les cyberharcèlements sous les formes de harcèlement social, par exemple concernant l'exclusion de différents groupes d'appartenance en ligne. Mais il y a aussi de cyberharcèlement indirect quand il faut juste diffuser des rumeurs et des partages d'informations sensibles et confidentielles. Donc ça, c'est la typologie la plus simple avec les cyberharcèlements indirect ou direct. Mais il y a aussi des typologies spécifiques concernant les cyberharcèlements, typologies spécifiques qui peuvent être établies selon les appellations utilisées sur les réseaux sociaux pour décrire les violences plus spécifiques. Et là, je donne l'exemple des flaming, c'est en anglais à chaque fois, ils ont retranscrit en anglais. Flaming, outing, trickery, slut shaming, fat shaming. Donc, il y en a beaucoup de typologies. Je veux pas entrer dans les détails, je continue parce que je pense qu'on est déjà en retard. Je continue avec quelques exemples classiques sur le cyberharcèlement. Par exemple, prendre et partager des photos embarrassantes, filmer et diffuser des scènes de violence, et ça s'appelle happy slapping. Insulter et menacer les gens, manipuler et chantager les gens, par exemple avec la création d'une fausse identité. Créer un faux profil au nom d'une autre personne et après l'utiliser de façon malveillante. Donc voilà quelques exemples du cyberharcèlement. Je continue cette présentation avec la suivante partie qui porte sur les acteurs du cyberharcèlement. En fait, il y a les acteurs du cyberharcèlement sont les victimes, les agresseurs et les témoins.
Et là, je vous ai mis un graphique que j'ai trouvé très intéressant. Et on observe dans ces graphiques que les témoins, que les témoins sont les plus nombreux et que les pourcentages des témoins est de 79% de témoins. Mais d'habitude, les témoins ont peur d'agir parce qu'ils ont peur de se retrouver comme les autres dans une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup de témoins. Concernant les victimes, on a un pourcentage, c'est une recherche d'Ipsos, une étude Ipsos qui a été faite, et c'est un pourcentage de 57% des victimes par rapport à un pourcentage de 49 qui porte sur les agresseurs sur les agresseurs ou sur les auteurs. Et maintenant, je vais entrer un peu en détail sur les trois acteurs du harcèlement. Et je commence avec la première typologie sur les agresseurs ou sur les harceleurs. En fait, l'explication dans la littérature des spécialités, pourquoi ils agressent, pourquoi ils sont méchants avec les autres, l'explication dans la littérature des spécialités est que, en fait, les jeunes agresseurs ne savent pas comment résoudre les conflits sans utiliser la violence ou la force physique. C'est l'explication classique. On a plusieurs typologies des agresseurs. On a des agresseurs impulsifs, mais on a aussi des agresseurs hyperactifs. On a des agresseurs qui, au début, ils étaient victimes, mais maintenant, ils sont devenus harceleurs aussi. On a des agresseurs populaires ou des agresseurs marginalisés. Voilà, juste un résumé sur ce type-là, sur les agresseurs. Mais moi, je vais me concentrer plus sur les deuxièmes acteurs du harcèlement et cyberharcèlement, sur la victime, parce que c'est là qui nous intéresse. En général, les victimes sont des cibles plus faciles, sont des enfants ou des personnes qui sont très timides et qui sont introverties et qui ont une mauvaise estime de soi, des personnes qui sont anxieuses, sont des personnes, comme on avait vu, des personnes qui se trouvent en situation de handicap, ou toutes les personnes qui sont porteurs de différentes risquent d'être victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement. Ces victimes peuvent avoir des réactions passives, mais aussi des réactions actives. Comme je vous disais la dernière fois, la plupart des personnes en situation de handicap se retrouvent dans une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement. Et il y a des fois, ces personnes qui se trouvent en situation de handicap peuvent provoquer des fois les autres, mais sans forcément se rendre compte, et peuvent se comporter de manière trop agressive. Et ces comportements-là, justement, peuvent renforcer le harcèlement. Les autres les perçoivent comme ça de l'extérieur. Et si on les demande pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont harcelé, ils peuvent dire, mais c'est eux qui ont été méchants avec moi, c'est eux qui m'ont agressé la première fois et moi j'ai répondu. Bon, à chaque fois, les agresseurs cherchent à trouver des excuses. Ensuite, les troisièmes acteurs du harcèlement, les témoins, sont les plus importants de mon point de vue, surtout pour la partie de prévention-intervention. Et les témoins jouent un rôle clé dans la prévention. Il faut convaincre les témoins de parler et d'intervenir parce que d'habitude, comme je vous ai dit, ils ont peur d'intervenir et d'agir parce qu'ils ont peur de ne pas devenir la nouvelle cible du harceleur. Voilà l'explication. Mais il y a aussi une classification des témoins. Il y a trois types de témoins. Une première type les témoins passifs qui ne participent pas directement aux violences, mais ils ne s'opposent pas au harcèlement. Il fait rien, c'est les témoins passifs. Ensuite, on a les témoins actifs qui encouragent les situations de harcèlement et des fois ils participent. Ils peuvent participer aussi. Et la troisième catégorie, c'est les témoins agissants, c'est la personne qui intervient et qui défend la victime, ou c'est la personne qui, s'il n'a pas le courage d'intervenir et défendre la victime, c'est la personne qui fait appel à une adulte ou qui va chercher de l'aide. Et il faut convaincre tous les témoins d'agir, c'est ça le but, dans la prévention, dans l'intervention. Il faut convaincre tous les témoins de devenir des témoins agissants.
Bien sûr que ces phénomènes de harcèlement ou de cyberharcèlement a des conséquences importantes et des conséquences très lourdes sur la personne. On peut donner quelques exemples. Il y a des conséquences psychologiques. Il y en a beaucoup qui sont en dépression, qui ont une faible estime de soi, qui sont anxieux, qui sont des personnes qui sont anxieuses. Il y a des personnes qui ont des idées suicidaires, beaucoup des idées suicidaires, mais il y a des personnes, et on a vu beaucoup de cas, qui passent déjà à l'acte et qui se suicident. Il y a beaucoup de témoignages bouleversants que j'ai vus, que je peux vous partager à la fin si vous êtes intéressés. Des témoignages des parents qui expliquent comment c'était passé et qui ont resté avec toute leur vie avec cette blessure. Donc, il y a des conséquences très graves comme les suicides. Il y a aussi des conséquences psychosomatiques, beaucoup de troubles de sommeil, beaucoup de maux de tête, beaucoup de maux de ventre. Il y a aussi des conséquences des comportements comme les conflits, comme l'usage des drogues. Ils essayent de chercher autre chose pour oublier et ils commencent à utiliser des drogues. Il y a beaucoup de conséquences psychosociales, mais aussi des conséquences scolaires. Donc, c'était juste un résumé. Après, on peut entrer dans les détails. Il y en a beaucoup des conséquences importantes. Mais c'est très important dans ces cas-là de savoir repérer une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement parce que les signes ne sont pas évidents. Il faut beaucoup observer. Il faut beaucoup observer tout changement dans les comportements de la personne. Et il faut beaucoup chercher les symptômes psychologiques ou les psychosomatiques ou symptômes psychosomatiques. Et là, j'ai des exemples concrets à vous donner. Par exemple, dans le cas d'un enfant, il y en a le refus d'aller à l'école. Ça peut être une perte d'appétit. Ça peut être, comme je vous disais, un maux de ventre, maux de tête, une tenue négligée, des livres en mauvais état ou les cartables en mauvais état, une tendance à s'isoler et la solitude, une tendance à passer plus de temps sur son téléphone ou sur l'Internet, une tendance d'éviter les groupes des enfants et de rester plutôt collé à l'adulte. Et là, je parle des situations des milieux scolaires. Là, je parle des situations en milieu scolaire. J'ai beaucoup travaillé avec ces enfants en milieu scolaire. C'est pour cela que je vous donne ces exemples-là. J'ai plein d'exemples du milieu scolaire. Donc, c'est très compliqué. En fait, il faut savoir observer les comportements des jeunes à l'école. Les professionnels doivent se concentrer sur cela. Et à la maison, on doit travailler avec en partenariat avec les parents. Et on doit travailler avec les parents pour faire une équipe ensemble et pour voir s'il y a des signes qui peuvent créer des soucis et qui peuvent signaler une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement. Et là, j'ai continué la présentation avec la deuxième partie qui porte sur l'intervention et la prévention, que je trouve très important. Et comme je vous disais, j'ai choisi à vous présenter plutôt des modèles issus des pays du Nord, des modèles qui ont déjà des résultats très positifs. Et j'ai trouvé que c'est plus important de me concentrer sur ces modèles-là que sur les modèles qui existent en France et que vous connaissez déjà, j'imagine. Donc, je commence avec avec les premiers programmes qui s'appellent les programmes d'OLUS. Il est très connu dans les domaines du harcèlement scolaire et c'est un programme qui est connu à l'échelle internationale. L'objectif principal de ces programmes-là est de prévenir les comportements antisociaux et avoir un impact positif sur le climat scolaire. Les éléments à retenir dans le cas de ces programmes-là, c'est la participation active de tous les adultes, la participation en équipe de tous les adultes, la promotion des modèles positifs et des bienveillances et l'intervention systématique. Comme je vous disais, n'hésitez pas de me faire signe à la fin. J'ai plein de documents sur tous les programmes issus des pays du Nord qui ont obtenu, et j'ai beaucoup de recherches sur ces programmes. Les recherches qui ont montré qu'il y a des résultats positifs et qu'on peut prévenir et intervenir contre les harcèlements scolaires.
Ensuite, une méthode très, très importante que je veux citer ici, que je veux passer en revue ici, c'est la méthode PICAS, c'est une méthode connue aussi. La méthode, c'est une méthode de la préoccupation partagée. C'est la méthode de la préoccupation partagée. En fait, cette méthode a le but ou l'objectif important de développer l'empathie de la personne et la réflexion de la part des élèves qui harcèlent les autres, de la part des harceleurs. Et l'idée de cette méthode est de traiter le harcèlement comme un phénomène de groupe. C'est ça l'idée la plus importante. C'est une méthode utilisée partout dans le monde et elle a commencé à être utilisée aussi en France, mais à partir de 2017. Donc, ce n'est pas beaucoup, c'est assez récent. Mais c'est une méthode qui a eu des bons résultats. C'est aussi important de vous préciser que il faut avoir la présence c'est une méthode qui demande la présence d'un médiateur impartial, qui est déjà formé aux problématiques du harcèlement. Et cette approche est une approche non blâmante. Et c'est une observation très importante, et le fait que, contrairement au protocole qui a été utilisé en France, les parents ne sont pas impliqués dans ces méthodes-là. Parce qu'on a déjà la confiance, on a déjà fixé les liens avec les parents et on a déjà la confiance des parents. Et les parents laissent les professionnels faire leur boulot. Donc, cette méthode PICAS a obtenu aussi de très, très bons résultats. Ensuite, une autre méthode très connue avec des bons résultats, c'est la méthode Kiva, qui a été créée en Finlande. Et c'est une méthode très importante qui a le but d'encourager la participation active des témoins pour freiner justement les phénomènes du harcèlement. Ce que je vous disais, que les témoins peuvent jouer un rôle clé très, très important dans la prévention. Et les 4 objectifs très importants de cette méthode, des méthodes Kiva, sont d'encourager la participation des témoins, de développer l'empathie envers les victimes, d'aider les témoins à intervenir à travers des méthodes et des stratégies concrètes, et d'aider les acteurs à faire face au harcèlement. Donc ça, c'est la méthode Kiva qui a été développée en Finlande. Un projet très, très intéressant que j'ai trouvé, c'est un projet européen, les projets européens BIC. En fait, c'est un projet européen qui a été créé qui a été créé et implémenté dans 5 pays, y compris la France. C'est un projet qui a été développé avec l'association Samuel Vincent de Nîmes et aussi l'association Alphée de Nîmes aussi. L'association Alphée de Nîmes, c'est notre partenaire qui nous aide aussi dans notre projet sur le cyberharcèlement, les projets que je vais vous parler à la fin de la présentation. Donc, c'est eux qui m'ont présenté ces projets et qui m'ont dit qu'il y avait des résultats très, très positifs et encourageants. Et c'est un projet assez récent qui a été implémenté en 2018. Donc, c'est assez récent et qui continue en ce moment. C'est un projet qui porte sur la lutte contre le harcèlement dans les institutions. L'objectif général de ce projet, c'est contribuer à la prévention et à la lutte contre le harcèlement entre enfants et les adolescents résidant dans les structures d'accueil et d'hébergement. C'est très, très intéressant. Ces projets, vous les trouvez justement sur les liens sur le site de l'association Samuel Vincent, et là, c'est tout expliqué avec des manuels, avec des outils de prévention. C'est très intéressant. Ces projets dérivent des 2 projets qui existent déjà et qui ont déjà eu des résultats positifs. Du projet Kiva, qui a été fait en Finlande, et du projet Notrap qui a été déjà créé en Italie. Et c'est un projet qui a été élaboré aussi en partenariat avec l'association Amici dei Bambini et l'Université de Florence. Donc, c'est vraiment un partenariat c'est un projet qui dérive d'un partenariat de plusieurs pays, de 5 pays, parmi la France, l'Italie, Grèce, je ne me rappelle plus les autres, ouais, Grèce, Roumanie et France étaient parmi. Donc, si vous êtes intéressé, c'est très intéressant de voir ces projets-là. Maintenant, on arrive en France sur l'intervention et la prévention. Je ne veux pas insister beaucoup parce que, comme je vous disais, je pense que vous êtes au courant avec les outils qui existent en France.
Et concernant les professionnels de l'éducation nationale, il y a quelques attitudes conseillées par les protocoles, par exemple vis-à-vis de la victime et des témoins. Il faut les écouter et les rassurer, mais vis-à-vis de l'auteur, on a une approche disciplinaire. Ce que m'ont dit les autres qui travaillent dans l'éducation nationale, ils m'ont dit qu'en fait, les mesures restent assez vagues et il y a peu d'outils concrets. C'est tout le monde qui me demande d'outils concrets pour intervenir contre les harcèlements scolaires ou les cyberharcèlements. Et ils m'ont dit aussi qu'il y a surtout une contradiction entre une approche disciplinaire centrée sur la sanction et le renforcement des règles et sur la consolidation d'un climat de confiance entre les élèves et les adultes de l'établissement. Bien sûr, il y en a il y en a quelques outils et ressources du ministère de l'Éducation nationale que je pense que vous connaissez. Par exemple, les numéros verts, non ou harcèlement, ou les numéros verts net écoute, ou l'association en France qui est très connue et qui travaille justement sur ces projets-là. Mais comme je vous disais, je ne veux pas entrer dans les détails et je vais continuer parce qu'on va y arriver. On va y arriver à la question très très important, comment mettre un terme au harcèlement, au cyberharcèlement de personnes porteuses de handicap. Premièrement, c'est sensibiliser au handicap et à la différence. C'est très important, comme je vous disais avant aussi, sensibiliser au handicap et à la différence. Et il faut développer des valeurs inclusives aux enfants et aussi des notions, et parler aussi des notions de la diversité et de mixité. Et par exemple, en tant que parent, il faut toujours prendre le temps de parler du handicap avec l'enfant. En tant qu'enseignant, il faut toujours aborder des notions de différence avec les élèves. Il faut toujours échanger et débattre sur ces sujets très délicats et sur des notions comme accessibilité et inclusion qui sont très, très, très importants. Et là, je vous donne des exemples concrets que j'utilise dans ma pratique. Juste quelques exemples. Par exemple, dans ma pratique, j'utilise un jeu éducatif qui s'appelle La différence. En fait, il y a plusieurs fiches pédagogiques pour l'éducation et la non-éducation sur la paix. Il y a 4 fiches pédagogiques qui favorisent l'apprentissage des différences. Et cet outil est dédié à un public pour les enfants et aussi à un public pour les adolescents à l'âge de 12 à 15 ans. Et qu'est-ce que c'est important et que j'utilise beaucoup et ils ont des différentes activités qui permettent d'aborder justement la discrimination, les racismes, les handicaps, les rumeurs, les préjugés. Donc moi, j'utilise beaucoup dans ma pratique et je trouve que c'est très intéressant et je pense que vous pouvez aussi l'utiliser dans votre pratique aussi. Un autre outil très intéressant que vous pouvez utiliser justement pour sensibiliser au handicap et à la différence peut être les jeux éducatifs, les discriminations ou objectifs diversité, qui est dédié à tout public. Pour les adolescents, il est dédié aux adolescents, enfants, adolescents, jeunes, adultes, milieu de travail. Et l'objectif important de cette jeu éducatif est qu'il permette de s'ouvrir à la diversité et de mieux comprendre les mécanismes discriminatoires. Et là, vous trouvez, il y en a des cartes. Donc, ces supports pédagogiques est formé de plusieurs cartes. Par exemple, il y en a des cartes discriminatoires avec oui ou non, mais il y en a aussi des cartes strip et quiz. Et ces cartes permettent de traverser les 21 critères de discrimination reconnus par la loi en insistant plus particulièrement sur la parité homme-femme, sur les handicaps, surtout sur ces différences. Moi, j'ai trouvé très, très bien ces supports pédagogiques, ces fichiers d'activité. Ensuite, pour finir avec ces questions, comment mettre un terme au harcèlement, au cyberharcèlement, comme je vous disais, on doit apprendre aux enfants témoins qu'il est très important d'agir et qu'il est très important d'intervenir, de ne pas rester dans son coin. Et deuxièmement, il faut soutenir et protéger, apprendre à soutenir et protéger les victimes. Il faut rester tout le temps présent auprès de l'enfant ou de la victime ou de la personne qui se trouve en situation de harcèlement ou de cyberharcèlement. Il faut la réconforter et il faut l'inciter
ou l'encourager de parler de sa situation, de s'exprimer, de partager ses émotions. Ça, c'est très, très important. Et maintenant, je passe très vite. J'espère qu'on aura le temps parce que j'ai pris mon temps à la. Nicoletta, on a commencé assez tard, donc il n'y a pas de souci. Puis on va pouvoir dire aussi que prochainement, vous allez proposer une formation sur 2 jours, puisque là, l'idée, c'était pas quand même de montrer l'exhaustivité de votre travail, et que le 30 novembre et le 2 décembre, on aura le plaisir, enfin moi-même, j'y serai pour vous entendre pour aller plus loin finalement dans ce que vous êtes en train de nous transmettre. De me transmettre, ouais, c'est parfait. Comme c'est vrai, la semaine prochaine, Oui, euh, 30, les 30 et les 2, il y voilà. aura lieu la formation justement sur cette problématique qui porte sur comment agir sur le harcèlement et le cyberharcèlement auprès des jeunes en situation de handicap. Une formation qui va durer pendant 2 jours, où là, j'ai fait vraiment les résumés du résumé du résumé. Mais j'ai essayé de faire pendant 30 minutes ou 40 minutes, mais à un moment donné, quand je parle tout seul, j'ai la tendance de parler beaucoup. Quand je, quand je vois les autres devant moi, je vois et je m'arrête. Mais quand je parle tout seul, j'ai la tendance de parler beaucoup. Donc, je pense on avait dépassé légèrement les temps. Oui, après on va Donc, voir s'il y a des questions. Après, on va voir s'il y a des questions, effectivement, par rapport à ce que vous venez de nous. si vous êtes intéressé de participer à la formation qui aura lieu la semaine prochaine et qui va entrer beaucoup dans les détails, Oui, il reste des places, il n'y a pas de souci. il reste encore des places, donc c'est ça. Oui. Donc là, c'est juste il me reste encore quelques minutes. Est-ce qu'on a le temps ou on passe directement aux questions comme vous... Bon, allez-y, Nicoletta, si vous voulez terminer votre exposé, puis après on fera les Peut-être, questions-réponses. peut-être je veux... Ouais. Peut-être je passe directement à la... Comme je, comme je vous disais en début de présentation, je vous disais que nous, on a un projet en cours qui porte justement sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Et on travaille sur notre but, en fait, est la création et la validation scientifique d'une échelle pour dépister les harcèlements et les cyberharcèlements. Et en ce moment, on est à l'étape de l'expérimentation et on a besoin de participants justement pour valider scientifiquement cette échelle de dépistage. Et on cherche des personnes qui sont disponibles pour répondre à ces questionnaires. Les questionnaires durent en moyenne 10 minutes. Et les questionnaires, c'est important de vous dire qu'ils sont anonymes et confidentiels. Et là, je vous ai écrit, il y a un questionnaire qui est disponible sous 3 versions importantes. Une première version qui est pour les adolescents de 11 à 17 ans. Une deuxième version qui est pour les parents d'adolescents de 11 à 17 ans. Et une troisième version qui est destinée aux adultes à partir de 18 ans. Donc, vous trouvez les questionnaires assez... il y a des documents en ligne. Les questionnaires, vous les trouvez en ligne. Donc, si vous êtes intéressé de participer ou de faire passer auprès de votre entourage ou de votre réseau, vous pouvez nous aider beaucoup parce qu'on a besoin de beaucoup de réponses justement pour valider scientifiquement. Ça, Nicoletta, je peux vous proposer 2 choses. Un, je vais le mettre en ligne si vous me le faites parvenir. Et puis, et sur la plateforme et sur le site de la FISAF. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est parfait, c'est parfait, c'est Ah, génial. ça, vous me le faites. Merci beaucoup. Ouais, je vous enverrai après. Voilà, c'est ça, exactement. Je vous enverrai après. C'était juste pour profiter et vous en Bien parler sûr, de bien cette. sûr. Bah ouais, c'est important qu'il y ait des études qui soient faites pour après mieux aider, j'imagine, les victimes aussi à. C'est ça le but pour mieux accompagner les victimes. C'était ça le but. Et là, j'ai fini. Donc, merci pour votre attention. Et je suis désolée qu'on n'a pas eu le temps de, Merci à de vous. tout Et puis faire. surtout,
C'est moi qui suis désolée aussi de ce démarrage, mais bon, on a fait ce qu'on a pu au Donc, niveau de la FISAF, vraiment désolée. donc si vous avez des questions, je vous écoute. Je profite, excusez-moi. Ouais, c'est bon. J'attends une question, merci pour l'exposé. C'est une remarque, on a peu de recul, mais nous, on a déjà remarqué dans nos établissements pour enfants un développement, alors peut-être pas encore de harcèlement, mais en tout cas d'actes déviants sur le net, d'envoi de photos. Alors, voilà, c'est pas répétitif et c'est rarement envers une personne ciblée, mais on a vraiment en ce moment des choses un petit peu déviantes qui se passent dans nos établissements pour enfants. Et je me demandais si c'était, alors c'est certainement lié au confinement, mais si on avait un recul sur ces points-là, des points d'alerte à faire attention en ce moment particulièrement. Ouais, j'ai vu aussi j'ai vu aussi des statistiques. Il y a des statistiques qui montrent que pendant les confinements, les cas de cyberharcèlement ont explosé. Et j'avais des chiffres exacts, mais je ne me rappelle plus en ce moment. Mais je sais que c'est ça les cas. C'est surtout lié au confinement aussi. Mais c'est lié aussi plutôt bien sûr, au confinement, ça c'est première chose. Et aussi, ça peut être lié au fait que on- je sais. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? C'est pas forcément une question, mais s'il y avait des points de vigilance sur ce type d'agissement déviant en ce moment pendant le confinement par les enfants. Merci, j'avais oublié ça. Merci. En fait, c'est exactement ce qu'on veut faire à partir de notre échelle de dépistage du harcèlement et du cyberharcèlement. On veut mettre en place, parce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle. Comme je vous disais au début, notre entreprise a le but de mettre en place des outils digitaux pour les personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, mais en général, c'est pour les personnes vulnérables. Et on veut justement, on est une équipe pluridisciplinaire où il y a des chercheurs en psychologie, des psychologues, mais il y a aussi des informaticiens. Et on veut justement mettre en place, à l'aide de l'intelligence artificielle, des moyens pour dépister. Par exemple, on ne va pas regarder dans les ordi des gens, mais si on va voir des mots-clés comme des mots méchants, comme t'es moche ou quelque chose comme ça, on pourrait dépister ces mots méchants et on pourrait partager aux parents, par exemple. C'est ça notre but. Partager aux parents ou aux professionnels ou quelqu'un qui est proche de l'enfant. C'est le but de dépister à l'aide de l'intelligence artificielle, mais ça, c'est plus loin. C'est notre objectif pour une période plus... c'est pas tout de suite. Comme on n'a pas encore créé l'échelle de dépistage, mais après cette échelle de dépistage, c'est ça le but. Utiliser l'intelligence artificielle pour mettre en place, pour créer quelque chose, pour avertir les parents surtout et aussi les professionnels ou les psychologues. C'est ça. Ça serait intéressant que vous puissiez travailler avec des établissements, presque des établissements pilotes en fait. C'est vrai que ça serait le but hein, dans le réseau d'arriver à ça, quoi. Ça pourrait être intéressant. Ça serait super parce qu'on a Oui, besoin ça serait super. beaucoup de personnes qui nous aident pour tester cet outil. C'est juste tester pour voir si ça marche. Je pense qu'il faut faire la demande dans ce sens. Alors en fait, Nicoletta, c'est de voir effectivement que la recherche puisse se rapprocher du terrain et travailler ensemble sur ce sujet. Parce que forcément qu'il y a des établissements qui ont été confrontés à un moment donné au cyberharcèlement pour les jeunes qui suivent, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. C'est génial. Merci pour Oui. de partager après, de contacter des établissements parce que des fois, c'est difficile, ça prend du temps. Donc, j'ai vu ça avec mon expérience, avec la recherche, c'est toujours compliqué. Ça prend toujours du temps pour tester. Oui.
c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, c'est pas comme on veut. Et toi, Christophe, tu penses que ton établissement il pourrait être intéressé par ce travail justement avec les chercheurs Je pense que sur nos deux établissements, que ce soit l'Institut régional des jeunes sourds ou le centre de formation professionnelle, il peut y avoir. Alors, je sais qu'il y a déjà en plus, il y a déjà eu des actions de sensibilisation, de choses comme ça qui ont été menées dans les établissements. Donc, mais là, ça serait aller plus loin en fait. je ne veux pas signer un chèque en blanc à la place du Non. directeur. Je pense que c'est faisable. Voilà, c'est possible. Enfin, voilà, on peut au moins essayer de se rapprocher. Alors, Nadine nous dit, une des solutions serait d'interdire aux élèves les téléphones portables dans les établissements. Et oui, mais il y a aussi lorsque les enfants sont à l'extérieur. Enfin, je ne sais pas, je réponds à la place de Nicoletta, pardon. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en général, les enfants qui sont harcelés à l'école ou en milieu, les enfants qui sont harcelés à l'école, d'habitude, sont aussi cyberharcelés. Ça se passe les deux phénomènes en même temps. D'habitude, c'est comme ça. Ce que je n'avais pas dit, je n'avais pas spécifié dans la présentation. Mais oui, il y a des écoles qui interdisent, je pense. Moi, j'avais fait une autre recherche toujours sur les nouvelles technologies adaptées les nouvelles technologies introduites dans l'apprentissage des élèves sourds et malentendants. J'avais fait ma thèse de doctorat sur ces sujets-là et j'ai intervenu pour la partie d'expérimentation dans plusieurs établissements scolaires. Et je sais qu'à chaque fois, les téléphones portables, c'était interdit à l'école. C'était l'enseignante qui récupérait les téléphones portables au début et qui rendait les téléphones portables à la fin. À la sortie. À la sortie, ouais, à la fin des cours, à la sortie. C'était comme ça. Après, ouais, mais après, c'est vrai qu'on peut, à l'extérieur, il se passe aussi des choses. Et qu'est-ce qu'ils me disaient les autres, surtout les parents, parce que j'ai aussi un cabinet de psychologie et j'ai fait des consultations psychologiques pour les enfants qui ont été déjà harcelés. Donc, je suis en contact avec les parents à la fois, mais aussi avec les enfants qui ont été des victimes. Et les parents me disent à chaque fois qu'ils trouvent que c'est la faute de l'école parce que ils pensent que les harcèlements, s'il n'a pas eu lieu à l'école, c'est pas leur boulot. Mais comme les cyberharcèlements, c'est fait à la maison, sur Internet, c'est pas leur problème. Et plusieurs parents me font, c'est une remarque que j'ai vue, c'est un discours que j'ai vu déjà pour plusieurs parents. Donc, c'est difficile avec les enfants qui sont des victimes et c'est très difficile de travailler avec eux, de les faire à exprimer leurs émotions et ils sont blessés pendant une longue période et on a aussi des cas très très graves que je vous disais il y a beaucoup des jeunes qui se suicident, beaucoup des adolescents. Ben, c'est un âge quand même où déjà on est fragilisé. Donc si avec ça on rajoute aussi une autre fragilité et si en plus de ça effectivement ils sont harcelés et qu'ils ne sont pas entendus ni écoutés, c'est vrai que ça doit être Et en plus de ça, des fois, il y a les climats familial qui n'est pas favorable. Parents divorcés, où il y a plein de problèmes. Donc, ça devient très, très compliqué. Surtout, Alors, Nadine, c'est vrai qu'on parle beaucoup du harcèlement scolaire. En général, ah oui, non, c'est vous peut-être qui avez le… Ah, je viens de voir les commentaires, je n'avais pas regardé. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup de harcèlement scolaire. En général, harcèlement est assimilé à l'école. Ouais. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec la remarque de Nadine. Vous pouvez aussi poser les questions. Vous pouvez aussi poser des questions ici. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit… Parce que je n'avais pas vu qu'on peut converser. Moi, j'attendais des questions à haute voix, donc je n'avais pas vu. Oui, c'est pas grave, Nicoletta. Je suis là aussi. Merci. Aussi pour ça. Non, non, il n'y a pas de souci.
Christophe, une autre question? Non. Non, merci. Merci à Bon. vous. Donc, on peut peut-être voilà, clôturer en vous remerciant beaucoup parce qu'effectivement, c'était très clair. Merci à vous pour cette invitation et aussi merci pour votre attention. Voilà, donc j'attends les documents pour qu'on puisse justement les transmettre parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui vont voir cette conférence en différé. Et donc, effectivement, on va pouvoir mettre sur la plateforme donc, vos travaux de recherche et voir s'il y a des établissements qui seraient intéressés à travailler avec vous. Parfait. Et puis, on se retrouve sur la prochaine formation. Je pense qu'il y en a une en 2020, très certainement qu'il y en aura une autre programmée en 2021. Parce que c'est un sujet qui est... C'est en janvier 2021, si j'ai bien compris. Johanna m'a dit les 21, il me semble, mais je ne suis pas sûre. J'ai retenu comme ça et je ne suis pas sûre. Ça sera sur le site de la FISAF de toute façon. Et on a Simone qui nous dit également, et c'est vrai, que le harcèlement, c'est partout, même au travail. Ah oui, tout à fait. Ah ouais. Non, tout à fait. J'ai beaucoup parlé de harcèlement scolaire et j'ai donné des exemples parce que je travaille justement avec des jeunes et des adolescents qui ont subi des harcèlements scolaires ou des cyberharcèlements. Donc, voilà pourquoi je me suis plus concentrée sur ces types de harcèlement scolaire. Et on avait un établissement, le CESDA d'Albi, qui avait réalisé justement une petite vidéo pour les jeunes en situation de handicap auditif pour justement les alerter sur le cyberharcèlement. Et je ne sais pas si elle est encore sur notre site, mais c'est vrai qu'elle était très, très bien faite. Et surtout, voilà, elle s'adressait à des enfants qui étaient signants, en fait. Ah, d'accord. Je vais la chercher, ça m'intéresse. Donc, j'essaierai voilà, de vous la retrouver, Nicoletta, bien sûr. Parfait, super. Ouais. Ah oui, parce que vraiment, elle était vraiment très, très bien faite. Parfait. Le harcèlement. Pourrait-on avoir un support? Oui. Je peux vous envoyer les supports. Alors, ce qu'on peut faire, Nicoletta, c'est le support là, que vous avez présenté. Enfin, si c'est celui-ci que vous voulez communiquer, on va pouvoir le mettre avec votre intervention. Ah, parfait. OK. Voilà. OK, on fait ça. Et donc, comme ça, Simone, vous pouvez le retrouver sur la plateforme avec la VOD. Parfait. Alors. Bon, mais il n'y a pas d'autres questions. On va vous remercier. Merci à vous, merci pour votre attention. Et, je vous enverrai le document alors avec tout ça, avec la présentation d'aujourd'hui et aussi les documents pour la recherche. Super. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci de votre participation. À bientôt. À bientôt. À bientôt.